passer à la suite tout de suite. Nous allons maintenant commencer nos premières réflexions par rapport à l'un des thèmes principaux de la journée, qui est, comme vous le savez, la distribution transfrontalière de produits d'assurance. C'est un sujet qui n'a jamais été facile, mais on a l'impression que les dernières réglementations n'ont pas agi dans le sens d'une simplification. S'il y a une cascade d'intervenants, ça ne facilite pas les choses non plus. Alors aujourd'hui, nous aurons le privilège d'entendre deux points de vue juridiques de deux juristes éminents dont la réputation en matière d'assurance vie n'est plus à faire. Et j'aimerais donc inviter à la fois Karin Feipel et Tarek Oudrouk de venir me rejoindre sur le podium. Alors, sans attendre, je pense, Karine, tu as préparé une présentation. Le plus facile, c'est que je te passe tout de suite la parole. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Contrairement à M. Virion, qui a eu le privilège de vous parler d'un sujet d'actualité totale, comme la lettre circulaire vient de sortir et n'est même pas encore en vigueur, mais va entrer en vigueur le 1er mai. On m'a demandé de parler d'un sujet que vous connaissez tous déjà très bien, parce que vous le pratiquez au jour le jour, c'est la distribution transfrontalière. Que vous soyez intermédiaire ou entreprise d'assurance, c'est votre quotidien, donc un sujet que vous maîtrisez très bien. Alors, on s'est un peu demandé, mais de quel côté est-ce qu'on peut toucher ce sujet pour qu'il y ait quand même un intérêt pour vous? Et on a pensé, ensemble avec Farhad, d'identifier certains défis qu'on rencontre et que vous rencontrez probablement aussi, ou peut-être que vous n'avez pas encore rencontré et que vous risquez de rencontrer. Et donc, identifier certains de ces défis et voir si on peut y trouver des réponses. Et il y a des réponses à certains défis, mais il y en a d'autres où on reste un peu sur notre faim. Alors, pour ce faire, on a pensé diviser cette présentation dans deux parties. Je vais d'abord vous parler d'un point de vue strictement juridique, et j'ai pris peut-être ceux d'entre vous qui ne sont pas juristes ou avocats d'être tolérants, mais de voir un peu juridiquement quels sont les défis qu'on rencontre d'une perspective luxembourgeoise, étant avocate luxembourgeoise, donc d'une perspective luxembourgeoise, bien sûr dans un environnement communautaire. Ensuite, dans une deuxième partie, Maître Oudrouk, qui est un avocat de droit suisse, va vous donner sa perspective suisse, parce qu'il y a un certain nombre de ces défis dont moi je ne vais pas parler, mais dont lui il va parler, et qui se présentent justement quand des assureurs luxembourgeois ou des intermédiaires luxembourgeois veulent, je ne veux pas dire faire de la distribution en Suisse, parce que ce n'est pas nécessairement ça, mais veulent interagir souvent avec certains partenaires qui sont basés en Suisse. Et donc, c'est lui qui va justement vous parler des challenges, des défis qu'on rencontre dans cet environnement-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on rencontre des défis dans des questions de distribution transfrontalière? Parce que les règles européennes, en fait, auraient dû tout régler. On a quand même un passeport européen qu'on connaît bien, des principes de liberté, de circulation de personnes, de capitaux, de services, la libre prestation de services, la liberté d'établissement. Pourquoi alors aujourd'hui on rencontre tellement de défis? Et je crois qu'il est juste aussi de dire qu'on en rencontre peut-être plus aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'années. Malheureusement, oui, la libre prestation de services et la liberté d'établissement n'est pas aussi simple que cela peut peut-être paraître de première vue. Je dis malheureusement pour les assureurs, pour les intermédiaires, heureusement peut-être pour les avocats parce que ça les tient occupés, mais ça soulève quand même des questions intéressantes. Donc, ce dont je ne vais pas parler,
c'est notamment la nouvelle directive sur la distribution d'assurance. Donc on ne parle pas plus de l'IMD, mais c'est l'IDD maintenant. Donc la directive sur la distribution, parce qu'on va y revenir plus tard dans un autre panel et on va vous expliquer où en est cette directive et ce qu'elle prévoit. Donc je ne vais pas m'y attarder dans cette présentation-ci. Oh, pardon. Voilà. Donc le cas de figure que j'ai voulu prendre est un cas de figure qu'on rencontre fréquemment et qui n'est pas un cas de figure de distribution directe d'un assureur vers un client, mais c'est un cas de figure où on rencontre plus d'intervenants. Donc on a un assureur luxembourgeois qui travaille avec un intermédiaire luxembourgeois qui lui-même est en contact avec un partenaire de distribution dans le pays cible, donc pas le Luxembourg par définition. Et ce partenaire de distribution a lui-même normalement un ou plusieurs clients qui pourraient être intéressés par un contrat d'assurance. Donc dans cette constellation-là, cette cascade, comme disait Fernand Grooms tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un lien direct qui se crée entre l'assureur et le client. Parce qu'au bout du compte, une fois que tous ces intervenants auront fait leur travail et on l'espère l'auront bien fait, il y a un contrat d'assurance qui va se conclure entre l'assureur luxembourgeois et le client qui est en bas de la chaîne. Le partenaire de distribution dont j'ai parlé, moi je l'appelle partenaire de distribution, c'est souvent une banque privée, ça peut être un intermédiaire dans le pays cible, un intermédiaire d'assurance, agréé ou non, on y reviendra tout à l'heure. Ça peut être un conseiller financier ou d'autres, je dirais, multiplicateurs qui sont en relation avec des clients directs dans les marchés cibles. Alors les contrats, je vous ai dit que ce serait juridique. Donc pour pouvoir parler ultérieurement de risques et de défis, il faut voir d'abord quelles sont les relations contractuelles qui se mettent en place entre ces quatre intervenants que je vous ai introduits. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il y a la relation fondamentale quand même, et ça il ne faut pas l'oublier dans toutes ces questions de distribution et d'intermédiation. La relation fondamentale, c'est quand même celle qui va se lier entre l'assureur et le client, et c'est le contrat d'assurance. Ça, c'est quand même la pièce maîtresse de toute cette cascade. Ce contrat d'assurance, normalement, comme vous le savez, ne sera pas soumis au droit luxembourgeois, mais sera régi par la loi du pays de résidence du preneur d'assurance. On pourrait dire qu'il y a là déjà un premier défi pour l'assureur qui doit maîtriser cette loi, qui n'est pas la sienne. Et surtout pour les assureurs qui interviennent dans beaucoup de marchés, ça peut déjà être un premier challenge. En plus de cette loi qui régit le contrat d'assurance, l'assureur doit aussi respecter la loi luxembourgeoise, parce que sinon, il aura des problèmes avec le régulateur. Donc, il y a tout le volet réglementaire qui est régi par la loi luxembourgeoise, et il y a aussi certains aspects de droit contractuel où la loi luxembourgeoise va intervenir. Donc, vous voyez déjà sur ce contrat-là la complexité juridique qu'on peut rencontrer. Ensuite, il y a, si vous repensez à la cascade qu'on avait tout à l'heure, il y a la relation entre l'assureur et l'intermédiaire luxembourgeois. Cette relation-là, normalement, sera soumise à un contrat de distribution assez classique, un contrat qui peut très bien être soumis au droit luxembourgeois, puisqu'on a ici deux intervenants luxembourgeois, puisque par hypothèse, on a un assureur luxembourgeois et un intermédiaire luxembourgeois. Donc un contrat de distribution qui va déterminer les droits et obligations de l'assureur et de l'intermédiaire. C'est un contrat de distribution qui peut prévoir un partage de responsabilités entre les deux. Et là, on parle déjà de risque, parce que quand on parle de partage de responsabilités, on pense toujours au cas de litige, et donc qui va être responsable pour quoi dans cette relation, et notamment dans la relation vis-à-vis des clients aussi.
Et bien sûr, dans ce contrat de distribution, on va parler rémunération aussi. Quelle est la rémunération que va toucher l'intermédiaire pour son intermédiation? Prochain niveau, entre l'intermédiaire luxembourgeois et le partenaire de distribution local, on aura de nouveau un contrat de distribution qui ne sera pas nécessairement soumis à la loi luxembourgeoise. Il pourrait l'être, mais il se peut aussi que le partenaire de distribution veuille imposer sa propre loi. Donc là, déjà, une première négociation qui doit se faire sur quelle va être la loi applicable. Et de nouveau, ce contrat de distribution va lui aussi régler les droits et obligations des deux parties, donc de l'intermédiaire luxembourgeois, du partenaire de distribution, et éventuellement, de nouveau, un partage de responsabilités. Donc là, vous voyez déjà un risque pour l'intermédiaire luxembourgeois, parce que lui, il va se retrouver un peu entre deux contrats de distribution. Et donc, il va devoir vérifier qu'il ne risque pas d'être pris entre deux chaises. Surtout que ses droits et obligations vis-à-vis de l'assureur sont bien en phase avec les droits et obligations qu'il a vis-à-vis du partenaire de distribution. Et qu'au niveau du partage de responsabilité, l'intermédiaire ne risque pas d'être le bouc émissaire parce qu'il a accepté une certaine responsabilité vis-à-vis de l'assureur, mais il n'a pas réussi à défalquer cette responsabilité vis-à-vis du partenaire de distribution. Donc ça, c'est quand on se met dans la perspective de l'intermédiaire. À quoi est-ce qu'il doit faire attention? Parce que là, il y a un risque fondamental pour l'intermédiaire. Et finalement, au niveau le plus bas de la cascade que je vous ai montré tout à l'heure, le partenaire de distribution local aura éventuellement un contrat avec le client. Je dis éventuellement parce que là, on se situe vraiment en dehors du Luxembourg. Le client n'est pas un résident luxembourgeois par hypothèse, le partenaire de distribution de même. Et donc, il se peut que ces deux parties mettent en place un contrat, il se peut qu'ils n'en mettent pas en place, mais de toute façon, s'ils vont le faire, ce ne sera pas une problématique luxembourgeoise et on ne va donc pas en parler plus aujourd'hui. Passons alors aux responsabilités. Une fois qu'on a tracé un peu l'image des intervenants et des contrats, quelles sont les responsabilités? Je ne vais pas toutes les énumérer parce que sinon on y passerait la journée ou du moins la matinée, mais j'ai voulu justement dans la constellation dont on parle aujourd'hui en identifier certaines qui me semblent fondamentales. Tout d'abord, l'assureur a une information précontractuelle envers le client. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le contrat d'assurance n'est pas soumis au droit luxembourgeois, donc cette information précontractuelle va d'abord être dictée par le contrat d'assurance et par la loi qui régit ce contrat d'assurance. Mais en plus, la loi luxembourgeoise impose aussi à l'assureur certaines informations précontractuelles. Et donc, le besoin pour l'assureur de bien combiner les deux et parfois de trouver l'équilibre entre les deux si jamais il y a des informations dans les deux législations qui ne sont pas, je ne veux pas dire compatibles, mais qui sont peut-être difficiles à concilier. Deuxième responsabilité, bien sûr, et pas des moindres, l'assureur doit exécuter le contrat d'assurance et doit se plier à tous les termes du contrat d'assurance. Ça, c'est important, même quand il y a un ou plusieurs intermédiaires qui interviennent. Comme je l'ai dit au début, l'assureur reste responsable, reste lié vis-à-vis du client par le contrat d'assurance, et ce n'est pas parce qu'il y a des intermédiaires qui interviennent que ça va changer. Et finalement, l'assureur doit exécuter le contrat de distribution vis-à-vis de l'intermédiaire avec lequel il travaille. L'intermédiaire, ensuite, l'intermédiaire, lui aussi, a des informations précontractuelles à donner au client. Et tout comme pour l'assureur, ce sont des informations précontractuelles qui découlent de la loi du pays de résidence du client, qui est le pays de distribution, qui est le pays dont la loi gouverne le contrat d'assurance,
Mais il y a aussi des informations précontractuelles que l'intermédiaire doit donner au client de par la loi luxembourgeoise, qui sont prévues par la loi sur le secteur des assurances. Et donc là, de nouveau, le besoin, la nécessité pour l'intermédiaire de combiner ces deux sets d'informations précontractuelles à donner au client en temps utile. Et bien sûr, l'intermédiaire doit exécuter non pas mais les contrats de distribution dans le cas de figure qu'on a choisi, donc vis-à-vis de l'assureur et vis-à-vis du partenaire de distribution. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, là, le risque de se retrouver entre ces deux contrats si la concordance entre les deux contrats n'est pas très bien faite. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce que il est très clair que si on est dans une situation litigieuse, donc si on a un client qui est insatisfait, il ne va pas se limiter à assigner son partenaire de distribution. Normalement, il ne va pas se limiter non plus à assigner l'assureur, mais s'il est bien conseillé, il va assigner tout le monde. Donc, il va assigner l'assureur, il va assigner l'intermédiaire et il va assigner le partenaire de distribution. Parce qu'il augmente ses chances de succès dans le procès. Et il va aussi mettre ces trois-là, l'assureur, l'intermédiaire et le partenaire de distribution, dans une situation où les trois ils vont commencer à se disputer aussi entre eux et à vouloir mettre les responsabilités l'un sur l'autre pour échapper à la responsabilité finale vis-à-vis du client. D'où la nécessité de bien agencer ces contrats et, suivant que vous êtes assureur, intermédiaire ou partenaire de distribution, de veiller à ce que, en cas de litige entre tous ces quatre intervenants, vous soyez dans la meilleure situation possible, dans la mesure du possible, bien sûr. Alors, ces responsabilités étant maintenant déterminées, voyons quelques défis qui se posent dans cette distribution transfrontalière. J'en ai identifié 3 dont je voulais vous parler parce que ce sont ceux que je rencontre peut-être le plus en pratique où vraiment il y a des problématiques qui se posent. Donc le premier, j'en ai déjà parlé, c'est justement cette application du droit contractuel du pays de résidence du preneur. Je vous ai dit que c'est d'abord un défi parce que ce n'est pas la loi naturelle de l'assureur ou de l'intermédiaire, d'autant plus dans les situations où l'assureur, l'intermédiaire, intervient sur une multitude de marchés et où il doit être à même de maîtriser cette loi, en plus de sa loi naturelle qui est la loi luxembourgeoise. Mais en plus de la loi qui gouverne le contrat, dans ces pays de distribution, dans ces pays cibles où l'assureur, l'intermédiaire va être actif, il va éventuellement devoir respecter des règles de protection des consommateurs qui viennent en plus de la loi qui gouverne le contrat. Donc protection du consommateur, protection des données éventuellement dans ces pays-là, des règles de fiscalité, des règles de distribution. Donc tout un set de dispositions légales dans ce pays cible que l'assureur, que l'intermédiaire va devoir maîtriser. Et qu'il va devoir maîtriser pas seulement à un moment X où il conclut un contrat, mais qu'il va devoir maîtriser tout au long de la vie du contrat. Et donc, il va devoir maîtriser, suivre les évolutions aussi qui se passent dans cette législation. C'est un véritable défi pour les assureurs et pour les intermédiaires. Deuxièmement, les entraves locales. Ça, c'est un terme qu'on discute de plus en plus parce que c'est vrai que le passeport européen était en théorie une très belle philosophie et on l'a beaucoup vécu, on en a beaucoup profité. Mais depuis la crise, c'est vrai aussi que certains pays ont redécouvert un certain protectionnisme et ont voulu, d'une certaine manière, veiller à ce que l'argent qui existe dans ce pays reste dans le pays
et ne transite pas vers des assureurs étrangers qui interviennent en libre prestation de services dans ces pays cibles. Et donc on a vu des législations sortir un peu comme des champignons en octobre, que ce soit dans nos pays voisins ou plus loin. Et je ne veux pas maintenant faire le procès des uns ou des autres, mais je pense que c'est une réalité, ces entraves au passeport européen qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, ce sont des situations très difficiles, c'est pour ça que j'ai voulu les identifier comme des défis pour les assureurs et les intermédiaires. Et ces acteurs doivent se défendre par rapport à ces entraves. Et je pense que l'ACA joue un rôle très important dans ces situations pour aider les assureurs face à ces entraves qu'on rencontre dans ces pays. Et je pense que c'est un rôle vraiment moteur que l'ACA a pris et qu'il faut tout à fait soutenir. Le droit européen a posé des règles pour ce passeport européen et il incombe à tous les pays de les respecter. Et donc je pense que c'est aussi le rôle aujourd'hui des acteurs qui interviennent dans ces pays de se défendre par rapport à ces règles qui ne sont pas toujours conformes au droit européen. Finalement, le secret professionnel, toujours un sujet délicat, mais le message dont je voulais vous parler aujourd'hui, ou la problématique, le défi dont je voulais vous parler, c'est justement la conciliation entre les obligations de secret professionnel que les assureurs et les intermédiaires ont à Luxembourg par rapport à des obligations qu'ils peuvent rencontrer dans les pays cibles. Et là, il peut s'agir d'obligations déclaratives au niveau fiscal par rapport aux autorités locales dans les pays de résidence des clients, mais il peut aussi s'agir d'obligations déclaratives dans le cadre de contrats en déshérence. C'est un sujet qu'on rencontre de plus en plus également, ou aussi dans certains pays cibles des assureurs, des intermédiaires luxembourgeois, existent des obligations déclaratives. Alors, bien qu'aujourd'hui on parle beaucoup de transparence et d'abolition du secret professionnel, c'est quand même un fait que le secret professionnel non fiscal subsiste, est tout à fait maintenu, et donc ces situations que je viens d'esquisser sont des situations problématiques réelles pour les assureurs et les intermédiaires, parce qu'il est très clair que ces dispositions légales étrangères ne peuvent pas déroger à l'obligation de confidentialité imposée par la loi luxembourgeoise. Alors notre assureur ou intermédiaire va soit se plier à la loi luxembourgeoise et il aura un véritable problème dans son pays de distribution parce qu'il ne peut pas remplir les obligations déclaratives, soit il va se plier à la loi étrangère, remplir les obligations locales et prendre un risque à Luxembourg, un risque où il y a quand même des sanctions pénales à la clé, soit il va peut-être lire les exceptions au secret professionnel et en trouver une qui parle de l'exécution de bonne foi des contrats d'assurance et peut-être penser qu'il peut tomber dans cette exception en disant mais si je veux exécuter de bonne foi le contrat d'assurance, il faut que je puisse l'exécuter dans le pays de destination et donc que je puisse remplir les obligations qui existent dans ce pays de destination. Sinon, j'ai un problème pour exécuter de bonne foi le contrat d'assurance. C'est une interprétation qui est discutée à Luxembourg sur la place. Je vous en fais part, mais tout en vous disant que qu'il y a certains qui soutiennent cette interprétation et d'autres qui la soutiennent moins. L'idéal serait bien sûr qu'on ait une clarification législative à cet égard. Finalement, après ces défis, revenons à quelques risques par rapport aux distributeurs locaux. Première question, la nature de cet animal dans le pays cible. Est-ce qu'il s'agit d'un intermédiaire agréé, oui ou non? C'est une question importante pour l'assureur, pour l'intermédiaire aussi, mais je tiens à vous rappeler que de par la loi luxembourgeoise, l'assureur qui commercialise ses produits dans d'autres pays européens a l'obligation, quand il travaille avec des intermédiaires, de ne travailler qu'avec des intermédiaires agréés.
Donc c'est un point important. L'assureur doit vérifier, est-ce que je suis en train de faire une commercialisation par le biais d'un intermédiaire d'assurance, et dans l'affirmative, est-ce que cet intermédiaire est bien agréé dans le pays où il est établi. Si cet intermédiaire ne fait pas de véritable intermédiation, alors on le qualifie souvent d'apporteur d'affaires. La distinction est importante, comme je viens de le dire, parce qu'il y a des obligations réglementaires pour l'assureur. Mais la distinction est importante aussi parce que l'assureur et l'intermédiaire va vouloir veiller que si le partenaire de distribution est un simple apporteur d'affaires, il se limite aussi à faire ce qu'un apporteur d'affaires peut faire, ce qui est quand même très limité. On parle d'une simple mise en relation entre le client et l'assureur. Et donc c'est une situation délicate parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le client qui est mécontent ou qui pense qu'il a trouvé la petite bête, il va assigner tout le monde et donc il va, même s'il a traité avec un apporteur d'affaires qui pensait être apporteur d'affaires mais qui a fait de la véritable intermédiation, l'assureur risque quand même d'être pris dans ce litige également. Donc l'assureur et l'intermédiaire vont vouloir veiller à ce que la distribution dans toute la chaîne soit faite conformément aux exigences légales luxembourgeoises et du pays de résidence. Un autre risque, c'est que cet intermédiaire final peut lui-même aussi avoir des obligations d'information précontractuelle. On a vu celle de l'assureur tout à l'heure, on a vu celle de l'intermédiaire. Ici, il y a un troisième niveau qui peut venir s'ajouter et de nouveau, l'assureur, l'intermédiaire vont vouloir veiller à ce que ce partenaire de distribution respecte bien ses propres obligations d'information précontractuelle. Et pourquoi veulent-ils veiller à tout cela? Parce qu'ils veulent éviter la nullité du contrat d'assurance qui pourrait éventuellement être prévu de nouveau dans le pays de résidence du preneur. Ce n'est pas une sanction qui est prévue comme telle dans le droit luxembourgeois, mais c'est une sanction qui peut exister dans certains pays et qui, évidemment, est un risque majeur pour l'assureur et, dans une certaine mesure, bien sûr, aussi pour l'intermédiaire. Donc voilà ces spécificités par rapport aux distributeurs locaux qui sont des intermédiaires qu'on a vus dans la relation de plus en plus au cours des dernières années. Je dois avouer, je pense qu'il y a une dizaine d'années, on en parlait peut-être beaucoup moins, on en parle beaucoup plus aujourd'hui, et on en parle beaucoup par rapport à la Suisse. Et donc ça me fait la transition par rapport à la présentation que va nous faire Maître Houdrouge. D'un point de vue du droit suisse, ces distributeurs locaux que les assureurs et les intermédiaires rencontrent, comment est-ce qu'on peut les appréhender et comment est-ce qu'il faut traiter avec eux pour limiter justement les risques. Votre modérateur a le devoir ingrat de montrer l'heure. Je sais que les gens qui sont en train de parler n'y sont pour strictement rien, mais c'est toujours comme ça. Il faut toujours taper sur ceux qui ne sont pas responsables, enfin pas toujours, mais souvent. Donc, si je peux faire un appel, si on a le moyen de rattraper un petit peu de temps, on fera la même chose d'ailleurs dans la table ronde de tout à l'heure, pour quand même ne pas vous priver de la pause café. Merci d'avance. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais essayer d'être rapide pour rattraper un peu le temps perdu. Donc j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de la distribution transfrontalière de produits d'assurance vers la Suisse. Je vous ai fait une table des matières qui vous permettra d'avoir une bonne vision de la présentation. Donc tout d'abord, je vais vous parler du champ d'application de la LSA, qui est la loi sur la surveillance des assurances, pour que vous ayez une bonne vision des aspects réglementaires. Il y aura deux volets. Donc le premier volet portera sur les activités d'assurance elles-mêmes et le deuxième volet sur les activités d'intermédiaire d'assurance. Je parlerai brièvement de la forme de la présence en Suisse, quel setup on peut avoir
en Suisse. Et enfin, avant de conclure, je parlerai du droit un peu futur, puisqu'on a un avant-projet de loi sur les services financiers qui est dans le pipeline en Suisse et qui pourra avoir un impact sur les activités notamment d'assurance et d'intermédiaire d'assurance. Donc tout d'abord, comme vous le savez, il n'y a pas de liberté des services transfrontaliers d'assurance vers la Suisse. Donc c'est une activité qui est réglementée, qui est supervisée par la FINMA, et la loi qui s'applique, donc c'est la LSA. Ce qui est important notamment, c'est que la LSA va subir certaines modifications par le biais des nouveaux actes législatifs qui sont en cours. Donc on aura certaines nouvelles règles qui vont modifier un peu le cadre législatif. Ces deux projets dont importants que je mentionnais sont l'avant-projet, donc deux avant-projets qui peuvent encore fluctuer sur les services financiers et l'autre sur les établissements financiers. La loi sur les services financiers sera importante puisqu'elle va s'appliquer à tout prestataire de services financiers qui va inclure non seulement les assurances et les intermédiaires d'assurance et qui va fixer notamment des conditions de base, avoir un socle homogène pour tout prestataire de services financiers. On verra également qu'il y aura un volet pour les prestataires de services financiers étrangers qui devront s'inscrire dans un registre des prestataires de services financiers étrangers qui sera une nouveauté. Ensuite, on a également la loi sur les établissements financiers qui est moins important puisque les assurances n'y seront pas soumises étant donné qu'elles sont soumises à la LSA. Mais ce projet est important dans le sens où finalement il va harmoniser toutes les conditions d'autorisation pour les établissements financiers qui peuvent inclure par exemple les banques ou les gestionnaires de fortune. Donc tout d'abord, pour commencer le premier volet, le champ d'application de la LSA. Donc principalement, on a deux types de catégories d'assurances qui sont soumises à la LSA. Évidemment, les entreprises d'assurance qui vont avoir leur siège en Suisse, et du moment où une assurance aura son siège en Suisse, elle devra avoir une autorisation de la FINMA au titre d'assurance. Et ensuite, plus intéressant pour les entreprises d'assurance au Luxembourg, les entreprises étrangères d'assurance qui ont leur siège au Luxembourg, mais une activité en Suisse ou à partir de la Suisse, devront avoir une autorisation pour effectuer une activité d'assurance en Suisse. La notion de distribution, d'exercice de l'activité d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse est définie dans l'ordonnance. Ce qui est important de noter, c'est que c'est indépendant du mode ou du lieu de conclusion du contrat d'assurance. Et les deux critères essentiels vont être finalement de savoir est-ce qu'on a un assuré, un preneur d'assurance qui est domicilié en Suisse. Donc si on a un domicile en Suisse, on va avoir une activité d'assurance en Suisse qui va être soumise à assurance et à autorisation, pardon. Et l'autre chose, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir un risque ou une chose assurée qui seront situées en Suisse. Donc ça va être les deux critères qui vont déclencher l'autorisation d'assurance. Et ce qui est important, c'est que finalement, ça obligera d'avoir une présence, une succursale en Suisse pour avoir cette autorisation d'un FINMA. Un point important, c'est que finalement, une collaboration avec une banque suisse dépositaire pour la fortune liée n'aura pas d'influence sur la qualification de l'assurance en Suisse, comme aussi la présence d'un asset manager en Suisse. À noter que certaines activités d'assurance étrangères qui n'ont pas donc de succursale en Suisse sont hors du champ d'application de la LSA. C'est par exemple la couverture des risques de transport internationaux, de navigation aérienne ou maritime, la réassurance, et je crois qu'on a aussi les risques de guerre, si je me souviens bien. Donc toutes ces activités seront hors du champ LSA. Une fois qu'on a déterminé finalement au niveau de l'activité, est-ce qu'on est soumis au champ d'application de la LSA, un point qui est important, c'est au niveau de l'aspect des produits. D'une manière générale, la LSA et la législation suisse ne définit pas ce qu'est un contrat d'assurance ou une assurance, mais la jurisprudence a développé des critères, 5 critères qui sont assez finalement standards et basiques, d'avoir un risque assuré, le paiement d'une prime, la prestation de l'assureur. Un point qui est important, c'est qu'on veut une indépendance de l'opération, donc il faut finalement que la prestation de l'assureur ne soit pas accessoire, qu'elle ne soit pas liée à un autre contrat. Et un autre point important, c'est l'exploitation commerciale planifiée. Donc il y a certaines activités d'assurance qui sont de faible ampleur ou avec un nombre limité d'assurés qui peuvent être exemptés du champ d'application de la LSA, mais dans un cas comme ça, il faudra aller chercher une confirmation, un ruling de la FINMA. Comme Maître Feipel le relevait,
Donc une fois qu'on a un contrat d'assurance, on va être soumis à la loi sur le contrat d'assurance et il y aura un contenu minimal que le contrat d'assurance devra respecter, et on aura aussi des devoirs d'information de l'entreprise d'assurance vis-à-vis du preneur d'assurance. Un point qui est important au niveau du produit est la distinction entre l'assurance vie et l'opération de capitalisation. Donc les deux sont deux branches distinctes de l'assurance en Suisse, mais nécessitent les deux une autorisation de la FINMA. Mais on verra, il y a une petite différence. Pour définir finalement ce qu'est une assurance vie et ce qu'est une opération de capitalisation selon la pratique de la FINMA, on a une circulaire FINMA qui définit des critères précis, et les deux principaux sont savoir de définir finalement est-ce que la part minimum de la prestation de l'assureur qui dépend du risque biométrique est en dessous ou au-dessus du seuil minimum imposé par la FINMA. Donc si finalement le contrat d'assurance n'assure pas suffisamment le risque biométrique, donc on est en dessous de ce seuil fixé par la FINMA qui est assez technique avec certains pourcentages, on ne sera pas dans une assurance vie et on ira dans la catégorie opération de capitalisation. Mais pour rentrer dans cette catégorie d'opération de capitalisation, il faut en plus qu'on ait une protection du capital au minimum de 90%. Pour résumer, donc finalement au niveau des produits, on aurait trois possibilités. Tout d'abord, on a une assurance vie parce qu'on dépasse ce seuil de part minimum. On aurait une activité typique d'assurance soumise à autorisation de la FINMA qui obligerait d'avoir une succursale en Suisse. Si le produit est une opération de capitalisation, on est finalement dans la même catégorie, à la seule différence que la documentation, ça c'est un point important, ne peut pas référer le produit et qualifier le produit d'assurance. On devra clairement distinguer dans ce cas-là la qualification du produit entre l'assurance vie et l'opération de capitalisation. Et la troisième finalement possibilité alternative dans laquelle on pourrait se situer, on pourrait penser que ça va être plus facile si on n'est ni un produit finalement d'assurance vie ni une opération de capitalisation, on est finalement hors du champ d'application de la LSA puisqu'on n'aura pas besoin d'une autorisation, mais en fait là de nouvelles, on n'est pas sorti d'affaire et on devra aller plus loin dans l'analyse parce que d'autres réglementations suisses pourraient s'appliquer. Une des principales finalement, ce serait de savoir et de déterminer est-ce qu'on a une activité bancaire au sens de la LB, parce que finalement la réception de primes pourrait s'apparenter à un appel au public pour recevoir des dépôts. Et ici, par exemple, il y a certaines exceptions. Si on a moins de 20 clients, ça ne sera pas considéré comme une activité à titre professionnel, donc on serait en dehors du champ d'application de la loi sur les banques, mais c'est quand même un point qu'il faudra analyser. Est-ce qu'on a finalement cet appel au public pour recevoir des dépôts? Ensuite, si on est en dehors du champ d'application de la LB, on aurait une autre possibilité, c'est de savoir est-ce qu'on est traité ou est-ce qu'on pourrait être assimilé à un négociant au sens de la loi sur les bourses, si par exemple les primes servent à acquérir ou à vendre des valeurs mobilières. Donc là, on aurait aussi également un risque d'être traité comme un négociant qui nécessiterait une autorisation. Autre possibilité, souvent, on a finalement un produit avec une valeur de remboursement qui va dépendre de valeurs sous-jacentes. Donc, on a certaines similitudes avec des produits structurés. Et là, la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux impose certaines conditions pour la distribution de produits structurés si ces produits structurés sont distribués à des non qualifiés. Donc, la principale condition serait que ce produit structuré, pour pouvoir être distribué en Suisse, doit être émis ou garanti par un intermédiaire financier étranger qui est soumis à une surveillance adéquate et qui a un établissement permanent en Suisse. Donc on voit qu'il y aura certaines conditions à respecter. Et enfin, l'autre possibilité réglementaire où on a un risque, c'est est-ce qu'on pourrait avoir une distribution indirecte de placements collectifs. Si par exemple les primes sont investies dans des fonds de placement, on pourrait avoir finalement l'équivalent d'un compte géré de placement collectif, et ce qui pourrait déclencher en fonction de la distribution indirecte de ces placements à des investisseurs qualifiés ou non qualifiés, l'obligation d'approbation du fonds, mais aussi, plus important pour le prestataire qui va finalement indirectement distribuer ces fonds, d'avoir une autorisation de distribution de fonds de placement par la FINMA. Donc comme on peut voir, il y a quand même plusieurs aspects à prendre en compte, surtout actuellement avec des produits qui sont de plus en plus complexes et qui peuvent sortir de la catégorie du produit d'assurance. On doit quand même faire attention à d'autres législations suisses à cet égard.
Donc, en conséquence, j'ai pris les deux activités principales. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la distinction qu'on fait entre activité transfrontalière, entre l'activité bancaire qui va être purement libre, dans la mesure où on n'a pas de présence permanente en Suisse. Donc, une activité bancaire est permise, on peut envoyer des mandataires de manière ponctuelle sur sol suisse pour conclure des affaires, mais dès qu'on a une présence permanente, on aura besoin d'avoir une autorisation. Et là, la réglementation bancaire définit deux présences. La succursale, qui est celle, finalement, la possibilité d'engager juridiquement l'établissement principal, et le bureau de représentation, où on va simplement transmettre des mandats ou représenter à des fins marketing publicitaires. Et contrairement justement donc à l'activité bancaire qui est libre sur un plan transfrontalier, l'activité d'assurance transfrontalière n'est pas libre et la FINMA oblige d'ouvrir une succursale en Suisse qui doit être autorisée. Donc on peut voir que le traitement par la FINMA est plus strict en matière d'assurance qu'en matière de banque. Ensuite, donc, pour le deuxième volet concernant l'activité pour les intermédiaires d'assurance, donc ça pourrait être, donc je rappelle que l'intermédiaire d'assurance sont comme les assurances soumises à la LSA, et les deux devoirs principaux sont un devoir d'enregistrement au registre des intermédiaires si cet intermédiaire est considéré comme non lié, je reviendrai plus tard sur les critères, et un devoir d'information vis-à-vis du preneur d'assurance. Donc l'intermédiaire d'assurance, là dans le setup, on pourrait être avec une assurance luxembourgeoise qui souhaiterait collaborer soit avec une banque en Suisse, soit avec un courtier, ou on pourrait également avoir un courtier au Luxembourg qui souhaiterait venir être actif en Suisse pour proposer des polices d'assurance. Donc le point primordial, le gros risque que je voulais mettre en avant, c'est l'interdiction finalement d'exercer cette activité d'intermédiaire pour une assurance soumise à la LSA mais qui n'a pas son autorisation, parce que comme vous pouvez le voir, je vous ai mis les sanctions, ça peut aller jusqu'à une peine privative de liberté, mais en général ce sera plutôt une amende, et je vous rassure, à ma connaissance, aucun intermédiaire n'a fait de la prison pour ce type d'activité. Mais c'est on a quand même une sanction pénale, donc il est important de chaque fois analyser avant d'avoir une activité d'intermédiaire si l'assurance est soumise à la LSA et si elle a son autorisation. Les critères de champ d'application de l'activité pour l'intermédiaire d'assurance à la LSA sont les mêmes que celles de l'activité d'assurance, donc on a une application par analogie. Donc dès on va avoir un preneur d'assurance ou un assuré qui va être domicilié en Suisse, dès qu'on va avoir un risque ou une chose en Suisse, on va avoir une activité d'intermédiaire soumise à la LSA, et notamment la police qui va être émise ne devra avoir aucun lien avec la Suisse, donc ce qui signifie que cette police ne pourra pas être émise par une succursale d'assurance suisse ou les risques ne pourront pas être couverts par une succursale d'assurance suisse. À noter que comme en droit luxembourgeois, comme l'a présenté Matt Feipel, qui est cette notion d'apporteur d'affaires, la FINMA a aussi développé un statut de médiateur d'adresse, donc qui est un statut très limité, c'est juste la mise en contact d'un preneur d'assurance avec une assurance, et il n'y a pas d'autres finalement activités possibles. Par exemple, une banque pourrait uniquement mettre à disposition une salle entre le preneur d'assurance et l'assurance, mais elle ne pourrait pas participer à cette activité si elle veut rester en dehors du champ d'application de la LSA. Donc comme on peut le voir, le médiateur d'adresse ne peut ni donner des conseils en matière d'assurance, ni soumettre de la documentation, ni gérer la police d'assurance, ni participer à des meetings. Donc on a vraiment une activité très limitée. Pour revenir juste à la différence entre l'intermédiaire lié et non lié, donc ce qui est important, c'est que si on est non lié, on a une obligation de s'inscrire à ce registre des intermédiaires en Suisse, tandis que le lié a uniquement la faculté mais aucune obligation. Sauf erreur, ces notions sont les mêmes que le courtier en assurance et l'agent d'assurance dans le droit européen. Et donc l'intermédiaire lié peut l'être de manière juridique, économique, où on a certains critères qui sont posés par l'ordonnance, soit par exemple d'avoir un contrat de collaboration qui restreint la possibilité de choisir l'assurance, soit de recevoir certains avantages qui seraient de nature à entraver l'indépendance, et finalement que ces commissions proviennent majoritairement d'une ou deux entreprises d'assurance maximum. Donc si ces critères sont remplis, si l'un de ces critères est rempli, on sera en présence d'un intermédiaire lié
qui n'aura pas l'obligation de s'inscrire au registre, mais uniquement une faculté. Maintenant, je voulais brièvement vous parler de la forme de la présence en Suisse. Donc, si finalement on décide d'avoir une présence en Suisse pour avoir une visibilité sur le marché suisse, la première alternative concerne une activité d'assurance. Donc, comme je vous l'ai dit, pour une assurance, on n'a pas la possibilité d'avoir une activité purement transfrontalière. On est obligé d'avoir cette succursale qui sera ouverte en Suisse. Donc la succursale, c'est un établissement qui va être enregistré au registre du commerce et qui aura le pouvoir d'engager juridiquement l'établissement principal. Ce qui est intéressant au niveau de la pratique de la FINMA, à une certaine époque, la FINMA autorisait une autorisation que je qualifierais de light, en ce sens que si cette succursale avait une activité exclusivement à partir de la Suisse, la FINMA exonérait certaines conditions et permettait finalement de ne pas avoir besoin de remplir toutes les exigences réglementaires. Mais la FINMA a changé sa pratique et a considéré finalement qu'il ne peut plus y avoir de licence light. Donc soit on a une assurance qui remplit toutes les conditions en matière de fortune liée, provision technique, marge de solvabilité, et le mandataire général nommé, soit on n'a pas de succursale et on ne peut pas avoir d'activité en matière d'assurance en Suisse. Je précise que je n'ai pas mentionné la possibilité du bureau de représentation parce que contrairement à l'activité bancaire où le bureau de représentation est un statut réglementaire reconnu, dans le droit des assurances, ce n'est pas un statut réglementaire qui existe, donc il faut toujours être très prudent dès qu'on veut essayer d'avoir des personnes sur place permanentes en Suisse. Et il faudrait au cas par cas regarder avec la FINMA si en fonction du setup on pourrait avoir des personnes qui ne pourraient pas engager juridiquement le siège mais sans avoir encore formellement une succursale d'assurance étrangère. Ensuite, pour les activités d'intermédiaire d'assurance, je vous ai mentionné deux possibilités. On pourrait soit avoir la création d'une filiale d'une assurance. Là, on aura un intermédiaire donc lié puisque cette filiale serait détenue à plus de 10% par une assurance, soit une filiale d'un intermédiaire d'assurance étranger. Là, peut-être que la présence est trop forte parce qu'on serait obligé d'avoir finalement un capital action et que pour avoir une présence en Suisse, une succursale d'un intermédiaire d'assurance étranger serait suffisante pour avoir une visibilité. Mais à noter que dans un tel cas, il sera important que cet intermédiaire au Luxembourg n'ait pas le statut d'assurance, sinon on basculerait dans la catégorie de succursale d'assurance et on aurait des problèmes réglementaires. À noter que la succursale d'un intermédiaire d'assurance étranger ne pourrait pas être inscrite en tant que telle au registre des intermédiaires et que la FINMA impose d'avoir finalement l'intermédiaire étranger qui est inscrit au registre suisse. Donc là, la filiale étrangère, la personne morale étrangère, elle ne veut pas de succursale enregistrée en Suisse. Enfin, avant de conclure, je voulais vous parler brièvement de la loi sur les services financiers. Donc à ce stade, on n'a qu'un avant-projet qui peut encore subir des modifications. On a eu récemment une communication du Conseil fédéral qui a donné certaines lignes directrices, mais on aura un projet de loi pour savoir un peu plus les modifications d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle va s'appliquer aux prestataires de services financiers, donc assurance intermédiaire inclus, et ainsi aux conseillers à la clientèle qui seront finalement les personnes physiques au sein des prestataires, donc le collaborateur d'une assurance ou le collaborateur d'un intermédiaire, et on obligera les conseillers à avoir certaines qualifications, aussi d'avoir une formation continue. Et d'une manière générale, cette loi va imposer certaines règles de conduite comme des devoirs de consignation par écrit des besoins du client, des devoirs d'information, devoirs de transparence, vérification du caractère approprié quand on propose un produit d'assurance. Et donc ça va aller un peu plus loin au niveau, un renforcement finalement des obligations des prestataires. Ce qui est important, donc, c'est que cette loi, d'une manière générale, s'applique uniquement sur les assurances sur la vie susceptibles de rachat et les autres assurances seraient en principe, donc si c'est maintenu, en dehors du champ d'application. Mais la petite nuance, c'est que comme cette loi va modifier la loi sur la surveillance des assurances, elle prévoit dans les nouvelles dispositions de la loi sur la surveillance des assurances une application analogique des dispositions de la LS-FIN aux intermédiaires dans toute leur activité. Donc, ce qui veut dire que l'intermédiaire en assurance devrait respecter toutes les conditions et les règles de conduite de la LS-FIN
dans toutes ses activités et pas seulement dans les cas où il va proposer des assurances sur la vie susceptibles de rachat. Mais ce point-là a été fortement critiqué, notamment parce que ça imposerait aux intermédiaires en Suisse une plus grande transparence au niveau de la rémunération et on va voir finalement dans le projet si ça va être maintenu ou pas. Ce qui est important finalement pour les prestataires de services étrangers, c'est que donc ils seront également soumis à cette loi et on leur imposera le respect des règles de conduite de la LSFIN et avec un nouveau devoir d'enregistrement, ce qui est le but visé finalement, c'est que pour le consommateur ou l'investisseur suisse d'avoir la même protection si on a un prestataire suisse ou un prestataire étranger. Et ce devoir d'enregistrement n'est pas encore très clair parce que finalement, il ne s'appliquerait que dans les cas où un prestataire suisse aurait une obligation d'autorisation de la FINMA pour mettre, entre guillemets, sur un pied d'égalité avec le prestataire étranger, on l'obligerait à s'inscrire à ce registre des prestataires étrangers. Mais là aussi, ce n'est pas certain que ce registre soit maintenu et il faudra voir comment le projet de loi va traiter ce point. Et une des conditions, notamment donc, pour s'inscrire à ce registre, ce sera d'avoir une autorisation dans son pays d'origine avec une surveillance adéquate d'une autorité prudentielle étrangère. Enfin, donc, pour terminer, une brève conclusion. Donc, comme vous pouvez le voir, on a toujours une certaine réglementation en matière de distribution transfrontalière des produits d'assurance en Suisse qui va s'appliquer non seulement aux assurances mais aux intermédiaires d'assurance. Donc, avant d'avoir une activité sur le sol suisse ou envers des personnes domiciliées en Suisse, il faudra toujours faire une analyse de ces activités et des produits. Souvent, de plus en plus, la tendance est quand on a des produits complexes et d'aller vers la FINMA pour valider la qualification du produit et être certain finalement qu'on ne se trompe pas puisque les conséquences réglementaires peuvent beaucoup varier entre une application à la loi sur les assurances ou éventuellement à la loi sur les banques. Donc le ruling est souvent conseillé en cas de produits complexes et d'une manière générale, il faudra voir aussi les changements futurs avec, comme on a discuté, ce projet de loi sur les services financiers qui pourrait changer un peu le cadre réglementaire en Suisse pour les prestataires étrangers. Et je vous remercie pour votre attention.